Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 64. Et pour ce nouveau numéro, j'aimerais vous proposer un exercice très classique. Je pense que n'importe quel étudiant de classe préparatoire deuxième année a déjà vu ce résultat, l'a déjà abordé. Même en licence deuxième année, je pense au moins que vous avez pu l'entrevoir. C'est un résultat qui est d'ailleurs qui a été d'ailleurs source de sujets concours, donc c'est tombé en 2015 et en 2019 à CCP, et même plus particulièrement en 2019, quasiment tous les sujets, donc Centrale et Mine-Pont également, se sont alignés à CCP pour proposer des questions autour du même résultat. Donc dans la même année, même les sujets de ces différents concours étaient assez proches les uns des autres. Il y a eu un sujet en tout cas pour chacun de ces concours qui a abordé des questions autour de ce résultat. Donc voilà, ça montre l'importance de savoir, de connaître déjà ce résultat, et puis peut-être de aussi savoir comment on pourrait le démontrer. Et donc c'est un peu le sujet de cet Exode-Call, c'est un peu pourquoi je vous propose ici en Exode-Call. L'énoncé est le suivant, vous avez A et B, deux réels, A plus petit B strictement, et puis on va montrer que toute fonction qui part du segment AB et qui va vers R continue est une limite uniforme, donc suivant la norme uniforme, bien sûr la norme infinie, d'une suite de polynômes dans R crochet X. Donc voilà, c'est un résultat très classique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reconnu de quoi il s'agissait. Pour ceux qui ont regardé le titre en description du résultat que j'aborde ici, aussi ont été déjà un peu spoilés. Je donne ici donc comme exercice le théorème de Stone-Weierstrass. Alors bien évidemment, on ne va pas s'amuser à le démontrer direct sans que je vous donne quoi que ce soit comme indication, puisque bon, il existe déjà pas une unique preuve, il n'existe pas une unique preuve de ce résultat-là, il y a d'autres preuves qui peuvent exister, et ici, une preuve que j'aimerais vous proposer, c'est une preuve qui passe par de la probabilité. Ça peut paraître un peu étonnant, mais oui, il existe une preuve qui passe par de la probabilité, qui a d'ailleurs été source donc, de questions posées notamment pour Centrale ou pour les sujets Centrale et Mine-Pont 2019, je crois. Peut-être même CCP 2019 aussi. Mais voilà, donc ça a été source en tout cas de questions et de sujets de concours, et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir cette preuve. Peut-être que vous connaissez une autre preuve qui passe par des fonctions et des choses comme ça, mais vous verrez que ceux qui connaissent en tout cas une autre preuve pourront remarquer quelque chose d'assez similaire dans la manière de fonctionner dans la preuve que je vais vous proposer aujourd'hui et qu'on va faire ensemble à travers cet exercice, l'exercice que je vais détailler maintenant d'ici quelques instants. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le nom de ce théorème. Il faut faire attention au nom qu'on donne à ce théorème parce que parfois il y en a certains qui peuvent dire directement qu'il s'agit du théorème de Weierstrass. Sauf que le théorème de Weierstrass, entre guillemets, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le théorème de Weierstrass, il y en a plusieurs. Il existe des théorèmes de factorisation de Weierstrass. Il existe des théorèmes de Weierstrass qui donnent le résultat qu'on a déjà abordé d'ailleurs ensemble en Exode-Call, qui dit qu'il existe bien des fonctions continues nulle part dérivables, par exemple, grâce à la fonction de Weierstrass d'ailleurs. Bref, il y a pas mal de résultats qui s'énoncent comme théorème de Weierstrass. Donc il faut faire un peu attention. Alors, un autre énoncé de ce théorème peut être théorème d'approximation de Weierstrass. Sauf que le théorème d'approximation de Weierstrass ne s'énonce pas tout à fait de la même manière. On dit en fait que si j'ai une fonction qui est continue sur l'intervalle AB vers R, alors il existe un polynôme dans R crochet X aussi proche que je veux de f pour la norme uniforme. Donc c'est-à-dire que je peux trouver un polynôme tel que f moins p en valeur absolue sera toujours inférieur à un certain epsilon que j'aurais fixé au préalable. Bon. Donc ça c'est l'autre énoncé possible du théorème de Stone-Weierstrass qui s'appelle donc théorème d'approximation de Weierstrass, les deux étant équivalents. Mais voilà, je pense que ça peut être bien de faire très attention, donc notamment à l'oral, je pense notamment aux gens qui vont passer les oraux d'ici pas très longtemps. Faire attention à l'énoncé de ce théorème-là si vous l'abordez en oral, ne pas l'énoncer comme théorème de Weierstrass, l'énoncer comme théorème de Stone-Weierstrass. D'accord ? Voilà. Fin de la parenthèse, on va maintenant se lancer vers la résolution de cet exercice, mais pour faire cet exercice, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous laisser les mains vides, parce que là, résoudre cet exercice, c'est très difficile, là, en tant que tel. Donc je vais vous donner une trame de résolution. Alors je vais pour l'instant laisser ça. Pour vous donner une trame, donc je vais découper mon tableau.
tout petit peu plus. Et on va passer, comme je l'ai dit, à de la probabilité. Ok. Alors la trame va être la suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait démontrer le résultat pour A égale 0, B égale 1. Donc je vais prendre l'intervalle 0, 1. Faire de la probabilité avec ça. Passer par quelques petites étapes que je vais vous détailler un petit peu sous la forme de questions. Et puis on va résoudre ces questions afin d'amener au résultat final. D'abord sur 0, 1, puis sur n'importe quel intervalle AB. Donc soit x dans 0, 1, on va se donner des variables aléatoires, xi, qui vont toutes suivre une loi de Bernoulli de paramètre x. Là, c'est possible, puisque x est compris entre 0 et 1, d'accord. Le i est un entier naturel non nul. Et puis donc ça, j'ai une suite, j'ai Bernoulli, tout va bien, très bien. Et puis ce que je vais demander aussi, c'est que les xi forment une famille mutuellement indépendante. Donc soit indépendants, plus que indépendants 2 à 2, vraiment mutuellement indépendants. Donc, parce que sinon il y a des choses qui fonctionnent moins bien si je ne demande pas ça. Donc mutuellement. Je rappelle que la mutuelle indépendance c'est différent de l'indépendance. Je pense que nous avons abordé quelque chose là-dessus. Donc c'est une famille. Nous avons abordé quelque chose qui était en lien avec cette idée indépendant, mutuellement indépendant, indépendant 2 à 2 et mutuellement indépendant, c'est pas la même chose. Nous avons abordé quelque chose en lien avec ça alors c'était quoi, en pêle-mêle, ouais c'est ça, donc c'est le deuxième pêle-mêle qui est tombé. Et il y avait une question là-dessus. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je le mettrai en description. Ça peut être bien, si vous avez un doute là-dessus. Bref, donc là j'ai besoin de mutuelle indépendance. Et puis grâce à ça, je vais construire une variable qu'on a beaucoup l'habitude de rencontrer, notamment quand on travaille d'abord avec des lois de Bernoulli. On va faire une somme en fait de ces variables, donc somme des xi, i allant de 1 à n. Et si je fais une somme de variables qui suit une loi de Bernoulli, ça va me donner une loi binomiale. Donc je vous l'énonce tout de suite, Sn suit une loi binomiale de paramètres nx. Donc évidemment je vous mâche un peu le travail pour énoncer les questions d'exercice, parce que je suis obligé, étant donné que je veux vous proposer une preuve qui va dans un certain sens, je suis obligé de vous donner un début de trame de preuve, à savoir que pour l'agrégation, si certains qui préparent l'agrégation veulent proposer ce développement-là, évidemment ils n'auront pas ces sous-questions, donc ils doivent savoir faire la preuve en partant de rien, donc c'est assez différent. Là j'essaie de vous proposer une trame, donc il y a des sous-questions qui vont tomber maintenant que j'ai posé un peu le contexte. Donc ça c'est bon, ça c'est défini pour n'importe quel entier naturel non nul, bien sûr. Alors première question, peut-être un peu bébête, mais ça va introduire une fonction. Alors oui, peut-être petit quelque chose que je vais faire sur la notation, je vais mettre un petit x, pour faire comprendre que toutes mes variables aléatoires que j'ai introduites dépendent de x. D'accord, parce que on pourrait être un peu embêté par le fait que je vais donner des expressions qui dépendent de x et d'autres qui ne dépendent pas de x. J'aimerais que l'on voit vraiment cette dépendance de x apparaître. C'est juste une question de joliesse, si vous voulez, juste pour rendre les choses un peu jolies, qu'on suive bien la trame. Bref, première question que j'aimerais vous poser, qui est somme toute gentille comme tout, mais qui est quand même en un certain sens un point crucial, c'est le fait de calculer l'espérance de f de Sn de x sur n. Je demande de calculer cette espérance, bien sûr, pour tout n non nul, tout n entier naturel non nul. Ça va faire apparaître une fonction bien intéressante qui, justement, apparaît dans, alors peut-être pas toutes les preuves, mais en tout cas une bonne partie des preuves. Si c'est pas cette preuve, dans une autre preuve, ça apparaît aussi. Donc vraiment, voilà, c'est le type de fonction qui permet de débloquer les choses. Donc ok. Deuxième chose, là je vais vous demander de justifier des étapes, parce que bon, c'est bien gentil de vous mâcher le travail, mais j'aimerais quand même que vous y réfléchissiez aussi un peu. Donc on va prendre epsilon positif, je demande de justifier 2 points. Alors il y a 2 choses que je demande à justifier. La première, c'est qu'il existe un alpha positif tel que pour tout xy dans l'intervalle 0,1, si je regarde la valeur absolue de x moins y et que celle-ci est inférieure à alpha, inférieure ou égale à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à epsilon. Ça c'est un résultat très classique, mais
J'aimerais que vous y réfléchissiez un peu, parce que c'est quand même l'occasion de voir un résultat important et voir son utilisation à travers une question. Et puis une autre question que j'aimerais poser, c'est de montrer que, donc un autre truc à justifier, c'est que pour toujours tout x dans 0,1, et pour tout n entier naturel non nul, alors nous avons la probabilité. Donc là je vais utiliser le alpha qui apparaît ici, hein, on en fixe 1, pardon. Donc je vais prendre un alpha qui est là-dedans et je vais regarder la probabilité de Sn de x sur n moins x. Je vais demander à ce que cette chose soit plus petit que, pas plus petit, plus grand, pardon. Allez. Je veux que ce soit plus grand que alpha. Je demande à justifier que cette chose-là est inférieure ou égale à 1 sur n alpha carré. Là pareil, résultat très classique, mais pareil, c'est important de vous faire ressortir des choses du cours importantes, en tout cas à mes yeux, donc voilà. Donc voilà, 2 étapes. Ensuite, troisième question que je vais peut-être écrire ici, parce que par manque de place. Je demande à montrer que pour tout x dans 0,1 et pour tout entier naturel non nul, je demande à montrer que la valeur absolue de f de x moins espérance de f, espérance de f de Sn de x, c'est ça que je veux faire, donc de f Sn de x sur n. Je demande à montrer que ceci est inférieur ou égal à epsilon plus 2 fois la norme sup de f, sur l'intervalle 0,1 bien sûr, fois 1 sur n alpha carré. 4. Conclure le résultat final, donc le résultat de Stone-Weierstrass, pour a égale 0 et b égale à 1. Et enfin 5. Conclure pour tout AB dans R, A plus petit P. Voilà donc la trame que nous allons suivre à présent pour une résolution, en tout cas une preuve de ce théorème de Stone-Weierstrass à travers donc tout cet exercice où je vous ai donc posé toutes ces sous-questions. Alors je vous invite, maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut et quelques étapes bien mises en avant, je vous invite donc à faire une pause et à essayer de résoudre cet exercice bien détaillé avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant cette résolution et donc que j'amène à une preuve de ce théorème de Stone-Weierstrass. Ok, alors je me permets aussi de faire une petite remarque avant de démarrer. Ça, c'est vraiment le type de questions qui ont pu tomber. Hein. C'est le type de questions qui ont pu tomber en sujet central. Enfin, en tout cas, sujet concours. Peut-être pas que central, mais central, Minpong et tout ça. Tous les sujets que j'ai mentionnés qui portaient sur le sujet de Stone-Weierstrass. Peut-être pas CCP 2015 parce que je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, une bonne partie de ces sujets-là traitent de ce théorème-là à travers la probabilité. Donc, comme quoi, voilà, c'est vraiment un truc important, je pense, à saisir, donc c'est pour ça que je vous le propose. Allez, c'est parti donc pour une résolution. Je suis en train de juste me poser la question si je ne me suis pas planté sur les sujets que j'ai énoncés. Mais bon, au pire, si je me suis planté, je mettrai ça en description, on va pas non plus chipoter. Mais en tout cas, savoir que c'est quand même tombé sur plusieurs sujets concours, donc c'est quand même, je pense, assez important de savoir bien s'y prendre. Alors, pour la résolution, donc c'est parti. Première question, calculer l'espérance de cette chose. Bon, bah en fait, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est déjà, c'est quoi l'espérance de Sn de x? Bon, bah comme Sn, c'est une variable qui suit une loi binomiale de paramètres nx, bon, bah très bien, j'écris que c'est... donc déjà, première formule, je vais de k allant de 0 à n, parce que ce sont toutes les valeurs que je peux atteindre pour Sn de x, de k fois la probabilité que x égale, enfin pas x, Sn égale k, c'est ça que je vais écrire, donc Sn de x égale k. Et puis bon, cette probabilité-là, c'est de la loi binomiale, donc il n'y a plus qu'à écrire. Donc je vais l'écrire en mettant le k à la fin cette fois-ci. K allant de 0 à n, donc de... alors je vais avoir k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, donc x puissance k,
1 moins x puissance n moins k, et puis tout ça fois k. Bon, très bien. Et puis, bon, ma fonction f est toute gentille, c'est une fonction continue, divisée par n, il n'y a aucun problème non plus. Donc en fait, je peux utiliser les formules de transfert. Oups, donc transfert, mieux avec un S. Donc en utilisant les formules de transfert, j'en déduis assez directement que l'espérance qu'on me demande peut s'écrire somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, f de k sur n. Donc je remplace le k que j'avais obtenu dans le calcul de l'espérance de Sn par f de k sur n. C'est tout ce qui se produit. Voilà, et donc ça, ça c'est très important. Cette chose-là est un polynôme assez important associé à une fonction f. C'est ce qu'on appelle un polynôme de Bernstein. Donc ça, c'est le polynôme de Bernstein. Associé à f, bien sûr, de f. Et donc c'est le polynôme de Bernstein qui se cache derrière, et en fait ce polynôme de Bernstein il apparaît également dans d'autres preuves du résultat de Stone-Weierstrass. C'est quand même un point crucial en fait, je pense, des preuves de ce résultat important. Bon voilà, donc je viens de résoudre la première question, tout gentiment. Bon ça je pense que c'est pas normalement très difficile. Alors maintenant on va passer aux deux petites questions à justifier. Alors la première, c'est assez simple, mais il faut se souvenir quand même de ce résultat. Donc la 2a, eh bien en fait ça vient du théorème de Heim. Car vous devriez reconnaître, si vous ne l'avez pas reconnu, je vais le dire, mais vous devriez reconnaître une question de fonction uniformément continue. Enfin, oui c'est ça, donc uniformément continue. Ça c'est une question de fonction uniformément continue. Donc on fait... ouais, c'est ça. Donc uniforme continuité, donc uniformément continue, c'est ça. Donc le théorème de Heim, je le rappelle, son énoncé c'est que si vous avez une fonction continue sur un segment, alors la fonction est uniformément continue sur ce segment. Voilà. Donc la continuité implique l'uniforme continuité sur un intervalle fermé AB. Donc voilà, il faut juste reconnaître ça. Si vous reconnaissez le théorème de Heim, très bien. Pour ceux qui ne se souviennent pas du théorème de Heim, je vous invite à rejeter un coup d'œil à ça. Je n'ai pas beaucoup de temps à... mais bon, posez-vous la question qu'est-ce que ça veut dire la continuité. Posez-vous la question qu'est-ce que ça veut dire l'uniforme continuité. L'uniforme continuité, en fait, c'est un peu de choses près ce que j'ai écrit là. Juste, il faut commencer par pour tout epsilon positif. Et vous écrivez ça ensuite. Vous avez l'uniforme continuité. La continuité, puis essayez de voir qu'est-ce qui lie l'un à l'autre. Alors sachant que bon, c'est pas une question facile, en tout cas le théorème de Heim, de manière assez directe, si on n'a pas fait ça depuis un moment, c'est pas si facile. Bon, enfin bref, je vais pas l'aborder davantage, je voulais juste que vous reconnaissiez ce théorème-là. On pourra peut-être l'aborder pour un autre exo de colle, mais je ne vais pas le faire ici. Ok. Et puis pour le 2b, pour le 2b, il faut, alors, c'est pas que ça, mais il faut reconnaître du bien-aimé de Chebyshev. Donc en fait, c'est bien-aimé de Chebyshev, inégalité de bien-aimé. Il faut faire attention à l'écriture. Bon là je l'écris version peut-être française, Chebyshev. Il y a des autres écritures où on enlève, alors j'oublie un T d'ailleurs ici, je crois. Non, je sais plus. Et alors moi-même j'ai un doute là. Mais je sais qu'il y a une version avec des T, une version sans les T, enfin bref, il y a plein de façons de l'écrire. Bien-aimé c'est avec un Y. Donc voilà. Donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il dit quoi exactement? Il dit que la probabilité de... vous avez en fait une variable y moins l'espérance de y supérieure à une certaine valeur, donc supérieure ou égale à une certaine valeur, je vais le noter alpha. Et bien ça c'est inférieur ou égal à la variance de la variable y divisée par alpha carré. Donc voilà ce
ce que dit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Encore une fois, je ne vais pas me lancer à la démontrer, cette inégalité de Chebyshev, mais maintenant je vais vous montrer en quoi son utilisation permet d'obtenir l'inégalité écrite ici. Donc il faut en fait se rendre compte que si je m'amuse à calculer l'espérance de Sn de x sur n, l'espérance, donc là vous devriez vous souvenir que l'espérance d'une variable qui suit une loi binomiale de paramètres np, c'est n fois p, l'espérance c'est n fois p. Donc là j'obtiens en fait nx sur n, ce qui donne x, ce qui donne donc exactement le deuxième paramètre qui est ici. Donc là vous avez une variable moins son espérance. Très bien. Et puis si on a ça, alors maintenant il faut se poser la question, c'est quoi la variance de cette même variable? Donc Sn de x sur n. Alors là aussi, ça dépend de vos souvenirs, mais normalement la variance d'une variable qui suit une loi binomiale de paramètres np, c'est aussi connu. Donc cette variance elle vaut n fois p fois 1 moins p. Donc là notamment ça vaut n fois x fois 1 moins x. Et donc divisé, alors là attention, quand vous avez une multiplication par une constante dans la variance, cette constante ressort au carré. Donc là je vais avoir un n carré. Ceci me donne donc x fois 1 moins x sur n. Alors maintenant si je remplace, ça veut dire alors que la probabilité de Sn de x sur n moins x, en valeur absolue supérieure à alpha, donc en valeur absolue supérieure à alpha, et bien ça, c'est inférieur ou égal donc à x fois 1 moins x sur n alpha carré. Et donc le x fois 1 moins x, comme x est compris entre 0 et 1, ce truc-là, il est inférieur ou égal à 1 quart. Hein, c'est pas très difficile, c'est des polynômes, hein, donc inférieur ou égal à 1 quart. Mais ici, j'ai pas forcément besoin de savoir que c'est inférieur ou égal à 1 quart. Donc je me contente juste de dire que x et 1 moins x sont plus petits, sont compris entre 0 et 1. Ça me permet de dire que ce truc-là est bien inférieur ou égal à n fois alpha carré, 1 sur n fois alpha carré. Voilà. Youpi! Donc voilà, ça c'est fait. Impeccable. Donc là, je viens de résoudre les premières questions ici. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je vais maintenant effacer ce que j'ai écrit ici et puis continuer avec la troisième question. Encore une fois, je vous invite à rejeter un coup d'œil à ces résultats-là, théorème de Heim et bien-aimé de Chebyshev. Si ces résultats-là, vous vous en souvenez pas tout à fait, voilà, on aura probablement l'occasion de les revoir en exo-de-colle, parce que ce sont des exercices quand même assez classiques, des résultats importants. Mais je ne le fais pas ici, parce que sinon après la vidéo va être très longue, donc j'ai pas envie de ça. Alors maintenant on va essayer de démontrer cette inégalité là. Donc là je pense que c'est le point, alors maintenant qu'on a fait quelques petits calculs tout gentils je pense, et des rappels, donc là cette question là c'était essentiellement des rappels de gros résultats de cours. Là on va arriver à la partie difficile. Donc la partie difficile c'est de résoudre cette question 3. Ok, alors c'est parti. Question 3. Et en fait il y a une astuce, parce que oui là pour le coup il y a quand même un petit truc un peu astucieux. Et je vais le dire maintenant, c'est de se rendre compte que si je fais la somme en remplaçant, donc la somme que j'ai écrite ici en remplaçant le f de k sur n par 1, j'obtiens 1. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si je m'amuse donc à faire la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n x puissance k 1 moins x puissance n moins k, je reconnais une formule du binôme, si vous voulez. Donc je peux écrire ceci. Et ça, ça donne 1 puissance n, donc 1. Alors vous pouvez vous poser la question, à quoi vraiment ça va me servir? Vous allez voir dans quelques instants à quoi ça va me servir. Puisque du coup, je vais pouvoir écrire la chose suivante. Je vais pouvoir écrire que valeur absolue de f de x moins espérance de f de Sn. Quand même, j'allais pas vous mâcher tout le travail non plus. Donc il fallait quand même vous laisser une difficulté. Là, vraiment, la grosse difficulté, c'est cette question 3. Et donc, avec cette petite astuce, je vais pouvoir écrire quelque chose de bien sympatoche. Donc, je développe cette espérance qu'on a déjà calculée tantôt. Et je vais me retrouver alors avec ça qui est égal à chaque somme pour k allant de 0 à n, en valeur absolue, bien sûr, de k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Et puis je vais me retrouver avec du f de x moins f de k sur n. Et c'est là
où vous vous dites, ah oui, en effet, ça semble être utile. Enfin, pardon, ce premier truc semble utile. Le deuxième, pas pour l'instant, mais le premier semble utile. Car en effet, si la différence entre f de x et si la différence entre x et k sur n est plus petite que alpha, vous allez pouvoir faire intervenir ce epsilon. D'accord? Puisque bon, bah, ça implique ça, et epsilon, si vous remplacez par epsilon, donc vous retrouvez la somme, tout va bien, quoi. D'accord? Donc on voit, on commence à entrevoir quelque chose qui va nous intéresser. Du coup, on se dit, ok, il va falloir découper notre somme en deux morceaux. Le morceau où on a des cas tels que la différence entre x et k sur n n'est pas plus grande que alpha en valeur absolue. Et l'autre où ça va être plus grand ou égal à alpha qui correspondrait quelque part à faire ressortir cette probabilité. Ok, très bien, ben, c'est ce que je vais faire, alors ben, je le fais. Et puis bon, ben, tant qu'à faire, je vais utiliser l'inégalité triangulaire en même temps pour pouvoir distribuer la valeur absolue. Donc je vais pouvoir dire par inégalité triangulaire plus petit arrangement, donc inégalité triangulaire que je vais noter IT. Je vais me retrouver avec somme pour k appartenant à, on va appeler ça I alpha, donc le I alpha, ça va être l'ensemble des k dans 0 n, tel que je veux que la valeur absolue de x moins k sur n soit plus petite que alpha. Alors là, c'est là où je suis en train de me poser une petite question. Je pense que je peux très bien... Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je pense pas forcément. Hein. Bon bref, je vais en tout cas écrire ça. Je vais écrire inférieur ou égal à alpha. Je suis juste en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû écrire strict. Mais je pense que ça ne changerait pas grand-chose à ce que je vais écrire pour la suite. Donc on va voir, mais... je me pose juste la question, mais je pense que ça ne devrait pas changer grand-chose. On va voir. Donc je vais écrire ça, très bien. Donc j'ai une somme sur k, donc très bien, des k n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. D'accord. Valeur absolue donc de f de x moins f de k sur n. J'aurais peut-être dû écrire le i alpha ailleurs. Permettez-moi de le déplacer et de le mettre ici. Donc je vais mettre i alpha, l'ensemble des k dans 0n. Tel que la différence de x avec k sur n est inférieure à alpha, inférieur ou égal ici pour l'instant. Ok, donc je vais avoir ça, et puis bah, il y a tous les autres cas qui n'appartiennent pas à I alpha. Donc cas n'appartenant pas à I alpha, de k sur n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Ici j'ai f de x moins f de k sur n. Ok. Alors réfléchissons. Ok, alors bon pour l'instant, donc j'en suis où? J'en suis à cette égalité. Alors là on voit que la première, donc là j'ai fait une égalité triangulaire, la première, hein, on voit apparaître le epsilon. Hein. Vous devriez commencer à voir apparaître le epsilon. Donc c'est ce que je vais faire. Donc or, on a deux points. Le premier c'est la somme qui est la première somme qui est écrite là, donc k appartenant à I alpha là. Ça je vais pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à la même somme mais en mettant epsilon à la place donc de cette différence. Donc je me retrouve avec somme k appartenant à I alpha, donc de ces choses. Donc ce qui reste ici, hein, bon, je vais peut-être l'écrire, juste pour qu'on soit ok. Donc x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Sauf que cette somme-là, bah, c'est une somme de termes positifs. Je sais que si je prenais tout le monde dans l'intervalle, j'obtiendrais 1. Donc je sais que ce truc-là est inférieur ou égal à 1. Donc en tout, j'ai tout ça qui est inférieur ou égal à epsilon. Voilà, hein, donc ça va tout seul. Alors maintenant le deuxième, mais c'est quoi le lien comment ça se fait que je fais intervenir cette chose-là, enfin, on peut se poser la question comment ces choses-là interviennent en fait. Bien, déjà la question de faire intervenir deux fois la norme de f se cache ici. Car là maintenant si je découpe cette valeur absolue, je peux dire que ce truc-là est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x, plus valeur absolue de f de k sur n,
Et ces deux trucs-là sont inférieurs ou égaux à la norme sup. Norme sup qui existe, hein, il y a aucun... On peut se poser la question si ça existe, mais en effet ça existe, j'ai une fonction continue sur un segment, hein, c'est une propriété usuelle de topologie. Fonction continue sur un compact, c'est borné, d'accord? Donc borné et atteint ses bornes. Donc là, bah, je vais pouvoir dire que ça c'est inférieur ou égal à 2 fois la norme f, donc du coup, on va s'intéresser maintenant à la deuxième somme, donc somme pour k n'appartenant pas à I alpha. Ça, je vais déjà pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à 2 fois la norme infinie de f. Par l'argument que j'ai dit à l'oral, hein, je découpe cette valeur absolue par une égalité triangulaire, et chacune des valeurs absolues, valeur absolue de f de x et valeur absolue de f de k sur n, peuvent être majorées par la norme infinie, donc j'ai 2 fois la norme infinie qui apparaît. Puis après, j'ai une somme pour k n'appartenant pas à I alpha, donc des k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Et en fait, la somme que je viens d'écrire, ça paraît pas évident comme ça, mais la somme que je viens d'écrire, c'est exactement la probabilité qui est ici. Moi, ce que j'affirme, c'est que ça, c'est exactement la probabilité de Sn sur n moins x supérieur ou égal à alpha. Alors, je vais vous le prouver, donc je pense que je ne vais plus avoir besoin de ce que j'ai mis au milieu. Bon, à part c'est inférieur à n sur... Enfin 1 sur n alpha carré, mais bon ça je pense que vous l'aurez compris. Donc j'ai plus besoin de ce qu'il y a au milieu sauf le I alpha peut-être, mais bon vous aurez compris que le I alpha maintenant je commence à ne plus vraiment m'en soucier. Donc c'est là où je me rends compte, ouais, alors c'est là où je me rends compte que en effet j'aurais peut-être dû mettre strict. Bon, c'est peut-être, encore une fois c'est peut-être pas très grave, mais là du coup je vais me permettre de mettre supérieur strict à alpha. Comme ça au moins on est ok. Alors donc, si je regarde la probabilité de, juste pour vous convaincre hein, que c'est bien la même chose, de ça, donc x, donc ça, supérieur ou égal, alors je veux supérieur strict, pardon. Donc supérieur strict à alpha. Ben ça c'est la même chose donc que, alors ça serait la même chose que bah en fait, vous faites la somme sur toutes les valeurs possibles de Sn. Hein. Donc vous faites la somme pour k allant de 0 à n. Et ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bah, vous voulez que la probabilité de Sn sur n... Alors en fait, ce que vous voulez plus exactement, je pense, c'est que vous voulez que la différence entre Sn sur n et x... Sn de x pardon, sur n et x, bah, vous voulez que cette différence ne soit pas excessive, donc soit plus petite. Enfin, comment dire, je vais y arriver. Laissez-moi juste 2 secondes. Faut se souvenir, alors c'est ça, donc c'est le I alpha là qui joue un rôle. Ok, donc c'est ça. Le I alpha, donc si vous regardez le I alpha, à quoi ça correspond? Bah, vous vous rendez compte que voilà, je vais peut-être le faire comme ça parce que sinon c'est pas clair. Cet événement-là, bah en fait, pour que ce soit résolvable, vous cherchez les cas, donc on cherche les cas dans 0, n, tel que, bah on veut que la valeur absolue de k sur n moins x, ou x moins k sur n, hein, est supérieure à alpha. Donc vous vous rendez compte que pour calculer cette probabilité-là, bah, ça correspond donc à calculer la probabilité, donc ça correspond juste à calculer la somme d'ailleurs, donc la somme pour k qui n'appartient pas à I alpha, puisque c'est le contraire de I alpha, de la probabilité que Sn soit égal à k, finalement. D'accord? Bon, j'espère vous avoir convaincu là. Donc ce petit passage permet vraiment de dire que cette proba, c'est la même chose que cette proba. Et cette proba, bah, vous utilisez la formule de binôme et c'est gagné. Hein. Donc ça, c'est la même chose que la somme pour k n'appartenant pas à I alpha de la probabilité de... probabilité on remplace, j'ai dit. Donc k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Donc ça me donne bien la somme qui est là-bas. Ok? Bon alors pour passer de supérieur strict à supérieur ou égal, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute un événement.
en un certain sens. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité, puisqu'il y a une inclusion entre les deux événements, la probabilité que j'ai écrite ici, elle est inférieure ou égale à la probabilité si je remplace le supérieur strict par supérieur ou égal. Donc c'est pas très grave d'avoir pas fait strict du début, on arrive à se rattraper ici, c'est pas un problème. Donc bon, j'espère que vous avez compris ce passage, je vais me permettre de l'effacer. Et juste de dire la chose suivante, c'est que là, cette probabilité-là, je sais qu'elle est plus grande, qu'elle est inférieure ou égale, plutôt, à la probabilité de Sn sur n moins x supérieur ou égal à alpha. D'accord? Et après, j'utilise l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc, grâce à tout ça, j'en déduis que la somme pour k n'appartenant pas à I alpha de l'expression de départ, donc cette chose-là, est inférieure ou égale donc à quoi? Eh bien, à 2 fois la norme infinie de f, fois, et là j'utilise le bien-aimé de Chebyshev plus le fait de prendre x et 1 moins x plus petit que 1, pour pouvoir dire, ou je réutilise juste la question 2b, pour pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à 1 sur n alpha carré. Voilà, et donc j'ai terminé, puisque j'ai réussi à montrer que cette première somme est inférieure à epsilon, cette deuxième somme est inférieure à 2 fois la norme infinie de f fois 1 sur n alpha carré, ce qui est exactement la borne que l'on cherchait à obtenir à droite donc de cette inégalité. Donc on est content, super, youpi. Alors maintenant, j'affirme qu'avec tout ce boulot, on peut maintenant conclure le résultat voulu. Ok, on va chercher à conclure le résultat voulu. Et je vais maintenant un peu tout effacer parce que j'ai plus besoin de grand chose. Je vais pouvoir enfin démontrer vraiment le théorème de Stone-Weierstrass après tout ce boulot. J'ai essentiellement besoin de la question 3 maintenant. Ok. 4. Bon, très bien, donc j'ai une fonction toujours qui va de 0 à 1. Alors là maintenant je lance la démonstration de Stone-Weierstrass. Donc j'ai toujours ma fonction continue. Donc, très bien. On a vu tantôt que pour tout x dans 0, 1 et pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, qu'on a donc f de x moins espérance de f de Sn de x sur n. Je sais que ça c'est inférieur ou égal à epsilon plus 2 fois la norme donc de f, ouais c'est ça, fois 1 sur n alpha carré avec epsilon qui peut être positif strict de manière arbitraire, donc j'ai tous les choix possibles que je veux, ok, ça c'est le premier truc, et le deuxième truc c'est alpha positif tel que l'uniforme continuité soit vérifié, donc tel que pour tout xy dans 0, 1, si la valeur absolue de xy est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de f de x dans f de y est inférieure à epsilon. Donc juste pour rappeler un peu le contexte, donc on se retrouve avec ça. Très bien. Et il faut noter que cette égalité est vraie pour tout n. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n, je peux le faire grandir aussi loin que je veux. Autrement dit, quand n tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0. Qu'est-ce que je peux donc écrire? Ce que je peux donc écrire, c'est que je peux majorer donc toute cette chose-là par un truc aussi petit que je veux, mais certes, bon, aussi petit que je veux, ça fait peut-être pas totalement plaisir, donc on pourrait se dire, ok, je vais faire un petit changement de variable sur mon histoire d'epsilon. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre juste epsilon, je vais mettre epsilon sur 2, comme ça tout le monde est content, je vais pouvoir dire que ce truc-là est inférieur ou égal à epsilon, pour un n assez grand, d'accord? Donc, je vais faire ça comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre epsilon, puisque c'est vrai pour n'importe quel epsilon strictement positif, je vais mettre epsilon sur 2. Et du coup, le alpha que je choisis, je vais le choisir de façon à ce que
on est f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon sur 2 si x et y n'est pas séparé trop loin, donc séparé de alpha au plus. Donc j'ai ça, très bien. Et donc, bah comme 2 fois la norme de f sur n alpha carré tend vers 0 quand n tend vers l'infini, il existe donc un entier positif tel que pour tout n supérieur à cet entier, on va pouvoir dire que 2 fois la norme de f infini sur n alpha carré est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Puisque epsilon est strictement positif, epsilon sur 2 est strictement positif, il n'y a aucun problème. Donc je peux utiliser la limite, l'écrire de manière un peu epsilon, quoi, ce qu'on appelle epsilonner la limite. Et puis une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant je remplace. Donc du coup j'en déduis alors que pour tout x dans 0, 1, il existe, donc, et pour tout epsilon positif, donc je vais peut-être faire les choses dans l'ordre, donc pour tout epsilon positif, pour tout x dans l'intervalle 0, 1, et là je pense que vous aurez compris que je suis en train d'arriver enfin au bon résultat. Il existe donc un entier positif tel que pour tout n supérieur ou égal à cet entier, la différence de f de x avec espérance. Alors la seule chose pour l'instant que vous pouvez me poser comme question c'est oui mais elle est où ma suite de polynômes dans tout ça? Bah, je vous ai dit tout à l'heure en calculant ce truc là que c'était un polynôme, hein, c'est les polynômes de Bernstein. Donc elle est là votre suite de polynômes en fait. Elle est cachée là votre suite de polynômes. Donc ça est inférieur ou égal à 2 fois epsilon, enfin epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, donc ça veut dire epsilon. Voilà. Donc après je peux l'écrire sous la forme de norme sup. Je pense que c'est clair. Donc bon ça c'est des Puis ça comme je l'ai dit c'est des polynômes, permettez-moi de le noter Bn, parce que c'est des polynômes de Bernstein, donc tant qu'à faire, je vais noter Bn de x ce truc. D'accord? Donc ce Bn est un polynôme dans R crochet x, hein, c'est une suite de polynômes dans R crochet x. Et vous avez alors, maintenant je veux dégager le x, pour dégager le x je vais faire la norme sup, et du coup je vais avoir pour tout epsilon positif, donc je vais l'écrire peut-être plus haut. Je vais effacer ça maintenant, vous avez compris. Pour tout epsilon positif, eh bien il existe un entier, tel que pour tout n supérieur à cet entier, vous avez la norme infinie donc de f moins bn, qui est inférieure ou égale à epsilon. Et ceci me permet de dire que la suite Bn tend vers f. Donc Bn tend vers f uniformément. C'est pour ça que je vous disais que les polynômes de Bernstein ont vraiment un point important, un rôle important dans les preuves, puisque justement c'est ces polynômes-là qui tendent, enfin c'est souvent ces polynômes-là qu'on utilise pour montrer qu'ils vont tendre vers la fonction f que l'on veut. Donc c'est pour ça que c'est ça, et je pense que dans la plupart des preuves, si ce n'est pas toutes les preuves, dans la plupart des preuves de Stone-Weierstrass, on utilise ces polynômes de Bernstein. Ok, bon, et puis voilà, donc là je viens de résoudre le problème pour l'intervalle 0,1. Qu'en est-il si je travaillais avec n'importe quel intervalle dans R? Bah, il suffit de se ramener à 0,1. Hein. C'est tout. Hein. Comme on fait, bah, c'est pas dur. Je vais le faire, et puis on pourra enfin terminer cet exercice. Donc 5. Si cette fois-ci j'avais une fonction qui allait donc de AB vers R, continue. Bon bah je peux regarder la fonction G de x qui est égale alors à f de... Alors il faut juste faire une bonne transformation affine, c'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on va faire comme transformation affine, c'est... donc, là je veux que ça existe pour 0, 1. Donc je veux qu'en 0 ça fasse A, donc c'est-à-dire que je vais devoir faire A plus B moins A. Alors réfléchissons 2 secondes. Je veux que ça fasse B, arriver à 1. Donc c'est juste B moins A fois X, je pense que ça suffit. Donc B moins A fois X. Donc voilà, donc je définis G, donc soit G, fonction qui va aller de 0,1 vers R, définie par cette chose. Donc on voit que cette fonction G, elle est toujours continue, hein, donc G est continue. Donc continue. Ah, il faut y arriver.
Donc ma fonction g est continue sur 0, 1 vers m. Donc je peux appliquer ce que j'ai fait en 4. Ce que j'ai fait en 4, c'est donc qu'il existe. Alors il existe donc une suite de polynômes tels que g tend vers Pn, quand m tend vers l'infini, uniformément. Et bon, vous aurez compris, hein, le changement ici est un changement affine. Tout ce que j'ai à faire, c'est inverser ce changement affine pour me ramener à f. Donc le fait de dire que g tend vers que Pn tend vers g, je l'ai écrit dans le mauvais sens. Donc que Pn tend vers g uniformément m'amène à dire que si je note Q de x, Qn de x comme étant, alors il va falloir que je fasse Pn. Alors cette fois-ci je veux que, donc on réfléchit, je veux que en A ça fasse 0. Donc je vais certainement faire du x moins a, donc je vais faire x moins a, et je vais diviser par b moins a, je pense. Je vais tout simplement faire ça. Donc c'est ça. Donc si je fais ça, en fait la norme infinie de g moins p n, ou de p moins g, peu importe, c'est la même que la norme infinie de f moins qn. Hein. D'accord, donc il n'y a pas de. Donc la norme infinie de f moins pn, f moins qn, c'est la même que la norme infinie de g moins pn. Ça c'est simple, c'est une question juste de changement de variable linéaire, hein, enfin affine, pour être plus exact. Donc voilà. Donc évidemment, si pn tend vers g uniformément, alors qn tend vers f uniformément. Oups. Qn tend vers f uniformément. Et c'est gagné. Parce que là, le truc que j'ai écrit là, c'est bien un polynôme, hein, tout va bien. De R coch x. Bon voilà. Je pense en avoir terminé avec cet exercice et donc je viens de vous prouver le théorème de Stone-Weierstrass à travers de la probabilité. J'espère que cette preuve, vous avez su l'apprécier. J'espère aussi que vous aurez pu en extraire des choses qui, peut-être en termes de compréhension, s'améliorent, ou en tout cas en termes de technique également, vous permettent aussi d'agrandir vos techniques, les choses qui peut-être étaient moins faciles à comprendre le sont maintenant un peu mieux. Bon, voilà. Bref, comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui peuvent être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne. N'hésitez pas également à laisser en commentaire des questions, des retours concernant cet exercice ou même d'autres choses. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!